je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous parler de livres, mais pour vous parler de cinéma. J'ai décidé de vous faire 2 vidéos rétrospectives de ce que j'ai vu et non pas lu en 2022. Je fais une première vidéo avec toutes les séries ou les films que j'ai vus, mais de chez moi, c'est-à-dire sur les plateformes que vous connaissez, Netflix, Disney+, Amazon Prime et tout. Et une deuxième vidéo, celle-ci, sur les films que j'ai vus, mais au cinéma cette fois-ci. Donc c'est un peu différent. Encore une fois, je m'excuse pour la qualité de l'image que vous allez sûrement avoir, parce qu'on est au mois de décembre, en fin d'après-midi, et la lumière, c'est pas trop ça, donc du coup j'ai été obligée de mettre ma lumière, mais je sais pas si ça va bien faire ou pas. Bref. Pareil, si vous entendez, il y a du vent, il y a de la pluie, donc vous risquez d'avoir des sons un peu parasites. J'en suis désolée, je peux pas faire autrement. Donc voilà pour le petit point technique. Donc commençons sans plus attendre sur un film que j'attendais. Si vous ne le savez pas encore, voici une preuve peut-être. Non, on la voit pas trop, bref. Je suis une énorme fan de la saga, de l'univers Harry Potter. Et donc j'attendais avec énormément d'impatience le troisième volet des Animaux Fantastiques qui s'appelle Les Secrets de Dumbledore. Et qu'est-ce que j'ai des choses à dire dessus? Alors, en soi, l'univers est cool. Les personnages, on les connaît déjà, pour ceux qui connaissent pas. C'est toujours dans l'univers Harry Potter, donc avec les sorciers, les moldus et tout, mais au lieu d'être en Angleterre, déjà on est aux États-Unis. La plupart du temps, parce que dans ce film, on va migrer ailleurs. Et ça ne se passe pas dans les années 90 comme dans les Harry Potter, mais plutôt dans les années 20-30 selon lequel volet vous êtes rendu. Bref. Donc voilà ce qui diffère un peu temporalité et lieu. Et évidemment, du coup, les règles ne sont pas exactement les mêmes et on découvre énormément de choses sur l'univers. Du coup, on appelle ça The Wizarding World. Donc voilà, sur l'univers d'Harry Potter, mais avec un grand H. Donc voilà pour le petit résumé. Pour les précédents volets, si vous ne connaissez pas mon avis, en gros, le 1, je l'ai bien aimé, mais bah, peut mieux faire. Le 2, j'ai pas du tout compris. Et du coup, là, on arrive au 3 où il y a beaucoup de choses qui avaient déjà été mises, des intrigues qui nous avaient déjà été balancées. Donc du coup, on a eu certaines réponses qui sont à mon goût pas du tout satisfaisantes et pas du tout cohérentes avec... oui, je fais partie de ces fans hardcore qui adorent les théories, la nanana. Et comment dire que les réponses qui nous sont données dans ce tome, soit on les connaît... Enfin, dans ce tome, pardon. Dans ce volet, soit on les connaissait déjà, soit ce n'est pas cohérent avec les autres éléments qu'on a pu avoir, que ce soit justement dans les Harry Potter ou dans les Animaux Fantastiques. Autre point qui m'énerve beaucoup, justement, c'est déjà rien que le titre. En fait, cette saga, je ne comprends pas pourquoi elle a été appelée les Animaux Fantastiques, puisqu'il n'y a que dans le 1 où vraiment on a un vrai travail autour des Animaux Fantastiques. Et sur le 2 et le 3, c'est vraiment très mineur, c'est vraiment juste un petit truc par-ci par-là. Et du coup, je comprends pas pourquoi ça a été appelé comme ça, et c'est très dommageable. Ensuite, le sous-titre Les Secrets de Dumbledore, la plupart on la connaissait déjà, donc c'est pas des secrets puisque, enfin, on les connaissait déjà. Pour ce qui est des autres personnages, que ce soit Norbert ou que ce soit les autres, ben, ils apportent leur pierre à l'édifice, mais encore une fois, j'ai pas été hyper transcendée. Après, niveau historique, c'est un petit peu relou que... Enfin, comment expliquer ça? En gros, il y a un énorme parallèle historique entre, dans les années 30, à Berlin, et, comment dire, les Manches-Morts, aka les nazis. Voilà, on va être très clair. Et voilà, c'est réchauffé, c'est dommage en fait d'avoir fait cet énorme gros panneau là. Oh là là, les Manches-Morts, c'est des nazis. Est-ce que c'était utile? Je ne pense pas. Et puis sinon, ouais,
c'est un film qui se regarde, mais il y a beaucoup de choses qui ont été décevantes, je trouve, et j'attends de voir la suite pour voir où ça va emmener, parce que là, en plus, je vous dis ça alors que ça fait déjà... je l'ai vu en début d'année, donc ça remonte. Mais ouais, voilà. Je considère pas que c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Alors... Mon compagnon et son frère ont un énorme kiff sur Top Gun. Et quand je lui ai fait comprendre que je n'avais jamais vu le premier et que le deuxième sortait cette année, et lui il était à fond, il voulait absolument le voir, ça a posé quelques soucis. Donc du coup il m'a fait regarder l'ancien qui a énormément mal vieilli, je trouve. Et après on est allé au cinéma voir le 2, qui bon, du coup forcément est un petit peu mieux parce que la différence est énorme entre les deux. Évidemment il y a, je sais pas, 20 ou 30 ans de différence entre les deux. Alors je comprends pas la hype sur Tom Cruise, je suis désolée, je fais partie de ces rares femmes qui... non, il me fait ni chaud ni froid. Plutôt au contraire, il me fait plutôt froid parce qu'il a une espèce de mono surtil qui me... enfin bref. Je sais pas, je comprends pas cette hype, mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas, comme ils disent. Alors, si on revient sur le résumé, en gros, donc c'est le volet 2. Dans le 1, on a un jeune homme, Maverick, qui fait une école de pilotage avec son meilleur ami. Je sais plus son nom, mais ils font l'école du coup Top Gun pour devenir des énormes pilotes. Bref, les meilleurs pilotes du monde. Donc voilà, ça c'est le tome. Il faut que j'arrête, hein, le volume 1. Et après, le volet 2, donc du coup, on est genre 20 ans plus tard. Son meilleur ami a un fils, et c'est ce fils-là qui vient dans Top Gun, et du coup, Maverick est l'enseignant de ce fils. Et il y a toute une histoire de deuil, d'acceptation des uns des autres qui est à traiter, parce qu'il y a plein de choses, mais sinon ça se ferait. Donc voilà pour le synopsis. Sinon, que dire de plus que ça suit bien. Enfin, ça aurait pu être une mauvaise suite, mais je trouve que c'est pas une mauvaise suite. Ça suit bien. Les choses sont cohérentes, sont faites, voilà. Après, il y a de la mauvaise romance à mon goût, mais ça c'est... voilà, il fallait introduire de la romance pour fidéliser les femmes, je pense. C'est comme ça que ça a dû être pensé. Et la relation entre les deux hommes, on va dire, Maverick et le jeune homme, est intéressante, et je trouve a été bien pensée, bien dosée. Sinon, au niveau des effets spéciaux, pas plus que ça. Après, j'ai cru entendre que quand on le regardait en... c'est quoi, c'est un 4K IMAX là, ça pouvait peut-être être un petit peu plus intéressant, parce qu'on avait les décollages et tout l'avion qui pouvaient être plus ressentis, donc peut-être plus intéressant. Moi je sais pas, je suis juste allée le voir comme ça en normal. Et puis que dire de la bande son en soi est pas ouf, mais par contre la chanson de Lady Gaga, génial. Enfin ouais, c'est Lady Gaga les gars, donc c'est forcément ouf. On est allé voir avec mon compagnon le dessin animé Buzz l'éclair. On appréhendait parce qu'on avait vu beaucoup de bad buzz autour de ça, et puis on s'était dit ouais mais bon allez, on y va quoi, merde. Donc on y allait. Donc Buzz l'éclair, c'est tout simplement l'histoire du personnage de Buzz l'éclair, que vous pouvez retrouver dans la saga Toy Story. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont l'histoire de jouets, les jouets d'Andy, qui en réalité en fait sont vivants dans ce dessin animé là. Les jouets sont inanimés quand les humains sont là, mais quand les humains s'en vont de la pièce, les jouets deviennent animés, ils vivent, ils ont des amours, des amitiés, enfin ils ont une vraie vie à part entière. Donc dans Toy Story, en fait, c'est qu'il y a l'arrivée d'un nouveau jeu qui plaît plus qu'à les anciens jeux, c'est Buzz l'éclair, un astronaute. Et donc du coup, il y a une espèce de concurrence entre les jouets qui se met en place pour avoir le cœur d'Andy, le cœur de l'enfant. Donc voilà en gros, et là, Buzz l'éclair, on part justement sur la vie de Buzz l'éclair, en fait, d'où vient ce jouet. Ce jouet vient, c'est un dérivé en fait d'un film, et donc du coup là on voit le film, en l'occurrence le film sur Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, c'est l'histoire d'un astronaute qui doit faire des essais et arriver à un certain nombre de, je sais plus, de jets ou je sais plus trop quoi,
parce que en fait il a eu une mission avec des collègues astronautes et ils ont atterri sur une planète et ils ne peuvent pas en décoller et ils cherchent à tout prix un moyen en gros de retourner chez eux, mais à chaque fois qu'il décolle, en gros, il va tellement vite qu'il y a une espèce de faille temporelle qui se crée et donc à chaque fois il revient genre 2 mois plus tard ou alors 1 an plus tard, 4 ans plus tard. Et tout l'enjeu c'est ça, c'est que lui veut absolument ramener les gens chez eux, mais entre temps les gens justement, vu que les essais pour rentrer mettent énormément de temps, bah, petit à petit se crée une vie sur cette planète et donc il y a un décalage entre eux et lui que je trouvais d'ailleurs très intéressant au niveau scénario. Alors pour le coup en général les Disney ne sont pas des scénarios forcément très recherchés si je puis dire, même si en me disant ça alors que je suis une férue Disney, je m'autoflaquerais si je m'entendais dire ça. Mais là j'ai bien aimé parce que justement il y avait cette recherche de lui veut absolument aider les gens pour qu'ils rentrent chez eux, mais les gens au final petit à petit n'ont plus envie de rentrer chez eux, donc on se demande si c'est pour eux ou si c'est pour lui qui fait ça. Et on voit les gens évoluer et lui il reste toujours le même parce que pour lui à chaque fois il ne se passe qu'une minute alors que pour les autres il se passe plusieurs journées, plusieurs semaines, plusieurs mois voire plusieurs années. Et ce qui avait fait un gros buzz c'est que du coup sa partenaire, sa copilote, je sais pas comment on appelle ça, son binôme, est une femme de couleur et surtout est une femme de couleur LGBT. C'est une personne homosexuelle et du coup on la voit grandir, on la voit se marier, avoir des enfants, vieillir, alors que lui reste toujours le même et après il va y avoir d'autres choses que je ne raconte pas tout le film quand même. Mais du coup oui, il paraît que ça a fait scandale parce que justement elle était représentée et j'ai pas compris pourquoi parce que justement elle est représentée comme une personne lambda en fait. Si ça avait été mis... Il n'y a pas la revendication des fois qui peut être dérangeant comme dans certains films où ils te mettent une meuf pour te dire «Eh vous avez vu on a pensé aux meufs» ou justement ils nous mettent une personne de couleur en disant «Eh vous avez vu on a mis une personne de couleur». Enfin là je trouvais que ça se passait de manière très fluide, ils en ont pas fait des caisses et je trouvais ça très bien dosé donc j'ai pas compris le buzz qu'il y a eu autour. Voilà, ça m'a pas plu parce que je voyais pas le pourquoi du comment. Mais sinon, à part ça, c'est un bon film. Il y a des petits éléments de réponse du coup que moi, vu que je suis pas une grosse fan hardcore de Toy Story, je me suis dit oh tiens ça, oh tiens ça. Et donc voilà, c'est un bon film. Je suis allée voir j'arrive pas à le dire. Doctor Strange. Alors je sais plus c'est quoi le sous-titre du dernier, mais c'est avec la star là, avec ça en forme d'étoile. Alors, c'est l'histoire de Doctor Strange qui se... Multivers, voilà. J'en peux plus de ces Marvel avec les multivers. Franchement, ça commence à devenir très compliqué, très lourd, très chiant. Mais voilà, on avait quand même la curiosité avec mon compagnon d'aller le voir et de se dire bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle nous en fait un Doctor Strange? En gros, il existe une fille avec des super pouvoirs et elle vient voir Doctor Strange pour qu'il aide à contrôler ses pouvoirs. Et dans chaque univers, il a une réaction différente, mais enfin, différente, oui et non, justement. Dans chaque univers, il a la même réaction, mais dans celle-ci, est-ce qu'il aura la même ou pas? C'est là toute la question. Et donc, savoir s'il va l'aider ou à l'inverse, s'il va pas l'aider. Parce que en gros elle a un pouvoir capable de détruire le monde et donc est-ce que la meilleure solution c'est de la tuer comme ça elle ne détruira pas le monde ou de l'aider à contrôler ses pouvoirs. Enfin il y a toute une question éthique et aide, humanité et tout. Bref. C'est... Alors, le scénario, bah c'est un Marvel, hein. On va dire qu'on voit assez vite les protagonistes arriver, on voit assez vite les développements aussi arriver. Au niveau des personnages, profondeur, on passera. La musique, ça m'a pas bouleversée, voilà. Les effets spéciaux, par contre, c'était très beau. Il n'y a pas à dire, ça claque, hein, comme un Doctor Strange en général. Les effets spéciaux sont pas dégueulasses. Mais sinon, au niveau du message, on n'y était pas, quoi. C'est pas... on y va pour regarder ça et débrancher son cerveau, mais on n'y va pas pour... Enfin, il n'y a pas de gros message intéressant, j'ai trouvé, dans
Alors pour le coup, celui-là, c'est encore pire. Parce que je vais passer à Thor, Love and Thunder. Que dire de... alors, en résumé, ça serait... donc on est bien après Endgame. Thor, du coup, a pu son marteau, mais il a une hache. Et le peuple des Asgardiens ont perdu Asgard. Et du coup, vivent sur Terre dans un petit coin reclus. On découvre un type qui a demandé de l'aide, il fut un temps, à des dieux, et des dieux ont laissé mourir son enfant, du coup il les déteste, et il va passer du côté obscur de la force et décider de tuer tous les dieux. Donc, petit à petit, de plus en plus de dieux meurent, et Thor, grâce aux gardiens de la galaxie, s'en rend compte, il veut aller voir ce qui s'y passe. De notre côté, sur Terre, du coup, les Asgardiens vont se faire attaquer aussi par ce fameux dieu. Et on suit, je sais plus comment elle s'appelle, Jane, je crois. Non, je sais plus, la doctoresse dont il était amoureux avant, qui, on découvre qu'elle a un cancer et qu'elle est en phase terminale. Elle va du coup se rapprocher des débris du marteau et par un heureux hasard, le marteau sur lequel Thor avait prêté serment de toujours la protéger et que le marteau devait aussi la protéger, va se reconstruire de lui-même et va aider Jane, je vais l'appeler Jane parce que je sais plus si c'est son nom ou pas, à devenir elle aussi une Thor. Elle a la panoplie complète de Thor, elle peut manier le marteau et tout et tout. Donc voilà en gros l'histoire, et à eux deux ils vont devoir aller sauver le monde avec la Valkyrie et puis le tas de gravats, là, je sais plus comment il s'appelle, l'espèce de gros laine. Alors, au niveau des personnages, il est intéressant à souhait. Thor, je trouve que c'est de pire en pire. Il avait un espèce, au début dans les premiers, un espèce de côté, je sais pas moi, merde quoi, c'est un dieu, il avait ce charisme et tout. Et plus ça va, plus on arrive dans les films, et maintenant c'est juste le gros bolos de service quoi. Enfin, c'est juste ça. Donc, j'ai pas trop adhéré. Le côté féministe, parce que du coup maintenant il y a aussi des guerrières vu qu'on a la Valkyrie, et puis sa copine devient elle aussi une Thor, donc elle devient une super héroïne et tout. Bah pas intéressant. Enfin clairement ça cassait pas trois pattes à un canard quoi. Les effets spéciaux étaient cool, ils étaient jolis, au même titre que par exemple à Doctor Strange, ils sont beaux mais voilà. Ah, la musique. Ah, voilà. C'est la seule chose que ce film a de bien, c'est la bande-son qui est géniale. On passe de la CDC, enfin il y a plein de groupes de rock que j'adore. Et voilà, c'est tout ce qui est cool dans ce film, c'est la bande-son. Parce qu'au niveau scénario, 0 pointé, au niveau personnage, 0 pointé, au niveau message, 0 pointé aussi. Voilà, juste à retenir, c'est une comédie musicale. Voilà, c'est tout. Ce Marvel est une comédie musicale. Si vous aimez la musique, plutôt rock, allez-y. Hein. Mais sinon, il n'y a pas trop d'intérêt dans ce Marvel-là, en tout cas. On va passer à un autre film, et celui-ci, du coup, je l'ai vu beaucoup plus récemment. On va passer à Wakanda. Black Panther Wakanda Forever. Du coup, c'est le Black Panther 2. Ouais, je crois que je ne me trompe pas, hein, c'est le 2. On arrive après, du coup, bah, je vous spoil pas trop, je pense, la mort de l'ancien Black Panther. Donc du coup, la question est qui va reprendre, parce qu'il était Black Panther et roi. Maintenant, du coup, sa mère va reprendre le trône. Mais qui va devenir le Black Panther? Surtout qu'il n'y a plus la plante bleue, là, je sais plus comment elle s'appelle, pour, en gros, devenir le futur Black Panther. Donc, il y a ça qui se met en place, plus le fait que sur la scène internationale, le Wakanda, du coup, s'est réveillé, et les autres pays veulent absolument du vibranium, chose qui n'est que au Wakanda. Et du coup, il y a des conflits géopolitiques. À ça, vous ajoutez une autre tribu qui possède du vibranium, mais qui est au fin fond de l'eau. Et vous obtenez voilà, le Wakanda,
le Black Panther 2, Wakanda Forever. J'ai oublié un truc quand même hyper important. En plus que Black Panther soit mort dans le film, l'acteur surtout, Black Panther, est lui aussi décédé, si je ne me trompe pas, d'un cancer. Donc il y a tout un hommage au début qui est très beau et qui est très intéressant. Que ce soit au niveau symbolique, ils rendent hommage à la fois au rôle et à la fois à l'acteur qui a joué ce rôle, puisqu'il est réellement décédé. Mais visuellement, j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est en Afrique et on a, nous, cette culture, justement, les Occidentaux, d'un enterrement où, dans le cliché des films, il pleut, on est au cimetière, tout le monde est habillé en noir sous les parapluies et tout. Le cliché, par exemple, un enterrement que vous voyez dans Batman, c'est ça pour nous un cliché. Et là, c'est pas du tout ça, justement, c'est une autre culture, c'est un mariage où. Vous voyez, le lapsus, j'ai dit un mariage, non. Un enterrement où tout le monde est en blanc, où ça fête, où ça chante, où il y a de la musique, où on célèbre la personne pour ce qu'elle était. Et on a à la fois la tristesse de la famille proche, de sa mère et de sa sœur, Shuri, mais on a aussi justement toute la joie du pays qui emmène cette personne vers ses ancêtres et qui la célèbre de manière spectaculaire. Donc cette première scène, l'enterrement, était juste géniale. Ensuite, pour ce qui est des personnages, donc là on a une flambée de femmes en personnages phares, puisqu'on a Shuri, la sœur de Black Panther, qui est le personnage principal de celui-là. On a sa mère, du coup, qui elle est la reine. On a la commandante des armées, je sais plus son nom, mais bref, vous voyez celle avec la lance là, bref. On a l'ex de Black Panther, du coup la belle-sœur, si je puis dire. Et puis on a encore une autre femme qui est une jeune femme américaine qui a inventé un détecteur à vibranium et qui du coup est une jeune ingénieure sur qui tous les gouvernements veulent mettre la main pour récupérer cette machine et que le Wakanda aussi veut récupérer pour pas que sa machine soit commercialisée. En plus de ça, comme je vous ai dit, il y a un autre peuple, sans spoiler, et donc du coup pareil, il y a une autre culture, parce que là on était en Afrique, et cet autre peuple, je pense pas que c'est vraiment spoilé, mais il descend de la culture plus aztèque, maya, et donc du coup on a d'autres références encore, d'autres costumes, d'autres symbolismes qui est hyper cool, et ils ont une vie aquatique, donc c'est aussi encore un autre univers plutôt pas mal. En regardant le film, j'ai rigolé parce que je savais qu'un mois plus tard, avec mon compagnon, on allait aller voir Avatar et j'ai dit regarde, c'est le préquel d'Avatar, des hommes bleus et sous l'eau, wouhou. Du coup, il a pas trop apprécié la blague, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu dommageable, je l'avoue, parce que je pense qu'ils auraient pu faire autre chose en sachant que Avatar allait sortir un mois après. Bon, je me doute bien que ils l'ont pas fait forcément exprès, mais c'était le lapsus était vraiment un peu trop gros. Sinon, alors je me reconcentre. Au niveau des personnages, les développements étaient intéressants pour la plupart, que ce soit pour la mère, que ce soit pour la commandante, pour l'ex-copine ou la jeune femme ingénieure américaine. Mais pour Shuri, j'ai eu énormément de mal, énormément de mal. Je n'y arrivais pas en fait. Pendant tout le film, elle pleure son frère, elle pleure son frère, elle pleure son frère, elle pleure son frère, elle pleure son frère. C'est ça. C'est que ça. Et c'est énormément dommageable parce que elle reprend du poil à la bête mais elle pleure son frère. Elle veut combattre mais elle pleure son frère. Et ça... Il y a un truc qui manquait parce que elle va faire plein de choses. Elle va prouver que les femmes peuvent faire autant que les hommes, si ce n'est plus. Mais le personnage, il est... Bon, voilà, il y a un truc qui, je trouve, ne colle pas. Pareil, à un moment, j'en ai parlé avec mon compagnon en mode, mais... je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, il y a un gros truc culturel autour de l'Afrique qui est hyper génial parce que ça change et parce qu'il faut plus de représentativité et c'est génial. Mais il y a un truc qui collait pas, c'est que justement la commandante et la mère,
ont les traditions en elles et ont des habits, une façon de s'exprimer à l'africaine, si je puis dire, même si je me comprends en disant ça, mais je sens que c'est pas du tout comme ça qu'il faut le sortir. Mais alors que Shuri est plus dans un style américain. Très clairement, justement, quand Shuri va aller aux États-Unis pour aller chercher cette jeune fille dans une campus américaine, il va y avoir aucun problème. Elle va passer pour une étudiante, évidemment. Elle se comporte exactement comme une américaine de Brooklyn ou du Bronx ou je ne sais d'où. Et enfin, je sais pas. Je trouvais que ça m'a choqué qu'ils mettent à ce point autant en valeur les valeurs et les traditions du Wakanda, mais que d'un autre côté, il n'y a justement pas de différence culturelle entre elle et une autre jeune américaine, alors qu'elle n'est pas américaine. Voilà. Genre, elle se check en mode ma soeur, voilà, bro, nanani, nanana. Bah, c'est bizarre. Je sais pas si vous comprenez. Par contre, petit truc que j'ai adoré au niveau historique, justement, à un moment, il va y avoir une réunion de plusieurs pays et les deux pays qui sont montrés du doigt comme des oppresseurs sont les Américains et les Français. Et je vais pas dire que ça m'a fait plaisir, mais si, d'un autre côté. Parce que justement, à l'inverse, comme je vous disais tout à l'heure pour les animaux fantastiques, où j'en avais marre qu'on tape toujours sur Berlin des années 30, nazi, ta. Là, pour une fois, on montre les Français en mode oppresseur, colonisateur, et qui est un fait historique. Hein. Et vu que Black Panther, c'est justement le Wakanda, un pays africain, c'est normal d'avoir mis en face d'eux pas que des Américains, et même pour moi les Américains n'auraient pas trop la place, mais bon j'accepte, mais d'avoir mis surtout des Français parce que c'est un continent qu'on a colonisé, qu'on a martyrisé et qu'on continue à faire d'ailleurs dans plusieurs endroits. Donc moi ce côté historique là m'a énormément plu et j'ai adoré et donc voilà. Par contre, bah, la bande son, bon, pas trop, ça m'a pas fait transcender. Les effets spéciaux étaient cool, parce que comme je vous dis, il y a tout un peuple qui vit dans l'eau, et donc du coup, c'était plutôt pas mal, mais il y a quand même des gros bémols. Hein. Il y a des moments, on ne comprend pas pourquoi justement ce peuple-là, ils ont la peau bleue. Et des fois, quand ils sont dans l'eau, ils ont la peau bleue. Des fois, quand ils sont dans l'eau, ils ont la peau blanche. Des fois, quand ils sont en dehors de l'eau, ils ont la peau bleue. Et des fois, quand ils sont en dehors de l'eau, ils ont la peau blanche. Il y a des espèces de faux raccords comme ça qui étaient pas ouf, parce que je commence à avoir l'œil, donc je faisais attention, justement. Mais... Et puis des petits cafouillages aussi, des moments où on voyait que c'était pas des vrais acteurs, que justement, que c'était de la 3D et que c'était dommageable, un peu comme dans Harry Potter, là, quand il y a Neville qui n'arrive pas à aller au cours de ballet et qui se fait embrocher dans, dans un truc et on voit que c'est de l'ordi, quoi, que c'est des effets de synthèse. Et là, on en a eu quelques-uns quand même. Mais comme il y a eu beaucoup d'effets spéciaux, je peux pas dire que... voilà, ça reste quand même un très beau film, que ce soit au niveau des costumes, des ambiances, des effets spéciaux. Il est beau graphiquement. Mais il y a quelques trucs qui m'ont dérangé, dont la scène post-générique. La scène post-générique, j'avais envie de leur foutre des claques. Il n'y a pas assez de noms dans l'univers, non, il fallait choisir le même nom que lui. Non, c'est pas possible. J'étais énervée, en mode... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah si, bah oui, quand je parlais du développement de Shuri aussi, il y a un espèce de moment où justement elle va passer du côté obscur de la force. Et... ça m'a dérangée, je dois l'avouer, parce que je pense pas que c'était nécessaire. Après, peut-être que pour la suite, si. Mais moi, ça m'a un peu déçue, je dois l'avouer. Et
Après, on a eu une discussion avec mon compagnon et il y a un truc qu'il n'a pas compris, lui, c'est pourquoi il n'y a pas eu un arrangement type, justement, à un moment, il y a une confrontation, et pourquoi il n'y a pas eu mariage arrangé. Et j'ai fait... Pfff. Et je dis, mais non, il ne peut pas y avoir de mariage arrangé. Là, justement, on est en mode oublie les vieux trucs du patriarcat et bonjour, un truc moderne. Tu peux pas demander à une population qui est ultra moderne de faire un mariage arrangé. Non, c'est pas possible, c'est mon antipode. Et du coup, en force d'en parler, on est tombé d'accord. Mais du coup, j'attends de voir la suite. Comment ça va se développer, comment les choses, justement, les gens vont interagir avec le nouveau Wakanda maintenant. Hein. Donc on verra. Et puis, qu'est-ce que va devenir de ce peuple bleu, là, le peuple sous-marin. Je sais pas trop où on va, mais on y va. Alors bien sûr, je ne peux pas parler de films que je suis allée voir au cinéma en 2022 sans parler de Avatar 2, La Voix de l'eau. Bah oui, je suis allée le voir, hein. Pas le jour de la sortie parce que je ne pouvais pas, mais genre une semaine après. Même pas, il est sorti mercredi, je suis allée le voir dimanche, je crois. Récapitulons. Avatar, c'est l'histoire d'un jeune homme handicapé, ancien militaire, qui va se retrouver à devoir prendre la place justement de son frère, un militaire qui devait partir en mission pour coloniser un nouveau monde, le monde de Pandora, où il existe des personnes avec des particularités physiques pour pouvoir vivre sur cette planète. Et donc du coup, vu que les humains ne peuvent pas vivre sur cette planète, ils ont créé des espèces d'avatars, des espèces de clones, des cobayes adaptés. Et on peut se connecter cérébralement à cet avatar pour pouvoir... En gros, ça c'est le 1, et il va se retrouver dans une nouvelle culture et locale, indigène, mettez le terme que vous voulez, primitive, et il va se rendre compte qu'il y a d'autres manières de vivre, qu'il y a d'autres manières de faire, et il va apprivoiser ce monde, cette culture, cette langue, et il va s'y adapter. Voilà en gros le 1. Et dans le 2, du coup, on a les répercussions. Répercussions parce qu'il va tomber amoureux d'une femme, et ils vont fonder une famille, et du coup, dans le 2, bien que les hommes soient partis après une défaite, dans le 2, ils reviennent encore une fois parce qu'il y a des ressources intéressantes pour les hommes, donc ils veulent détruire l'écosystème pour s'enrichir. On a toujours les mêmes problèmes, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, c'est toujours la faute des hommes. Les hommes veulent s'enrichir. Sur le 2, on était surtout à base de détruire la forêt pour récupérer, je sais plus c'est quoi le nom, mais un minerai hyper énergisant, là, je sais pas comment on dit. Et dans le 2, on est plus sur du coup la faune. Ils chassent des animaux pour récupérer une substance qui permet de rajeunir. Ouh. Donc, et puis on a le méchant qui will be back, très clairement, et qui en veut à Jack Sully parce que Jack Sully a fait ce qu'il a fait avec sa compagne dans le 1, il l'a mis en déroute, donc du coup il veut se venger. Il y a tout un truc où justement ils ont des enfants, et pour pouvoir protéger leurs enfants, ils vont devoir partir de leur tribu et aller se réfugier dans une autre tribu, une tribu aquatique, et apprendre la culture de celle-ci. Et donc il y a énormément de choses. On a une espèce d'enseignement de la nature, de la respecter, mais différente de l'autre, puisque l'autre était très connecté à la terre dans le volet 1, et dans le volet 2, du coup c'est très aquatique. On a des espèces d'animaux qui ressemblent à des énormes baleines, on a des espèces de squales, des dauphins et tout. Enfin bref, c'est la voie de l'eau les gars. Hein. reprenons. Les personnages géniaux, il y en a plein, mais ils ont tous des impacts, des caractères très différents et très intéressants. Du coup, je suis hyper hypée, je suis hyper pressée de voir le 3 pour savoir les... Reconcentre-toi, Elodie, les intrigues.
Donc ouais, les personnages sont intéressants, comment a évolué Jack Sully, sa compagne aussi. Les enfants, c'est cool parce qu'il y a des choses qui sont montrées, qu'ils ont adoptées. Ils ont adopté une petite fille, la fille de Grace. Ils ont eux-mêmes 3 enfants avec des caractères différents. Du coup, c'est pas mal intéressant. On va pas se mentir, il y en a, hein, c'est cliché. Hein. Il y a l'aîné qui est sage, qui est le fils parfait. Il y a le second qui, en gros, lui, ben, c'est le rebelle de la famille. Et puis t'as la toute petite mignonne qui est trop choupie, qui est trop kiki, mais qui est un peu naïve. Et entre les deux, il y a la fille qui est adoptée, qui, elle, par contre, est un peu plus dans son monde parce qu'elle ressent des choses que les autres ne ressentent pas. En gros, c'est ça. Mais et il y a un humain qui s'est pas fait vraiment adopter justement, mais qui aimerait se faire adopter par cette famille, qui quand les hommes du ciel sont partis, n'a pas pu partir avec eux puisqu'il était bébé, donc il pouvait pas se faire congeler pour retourner sur Terre. Donc du coup il est resté et il a vécu avec eux et il a assimilé la culture des Na'vis. Mais les Na'vis le considèrent comme un étranger et lui, il sait pas trop où il est. Et justement, c'est intéressant aussi ces personnages-là, parce qu'il sait pas trop où il est, s'il est un homme tombé du ciel ou s'il est un Na'vi, parce que il est entre les deux cultures. Il est ni bien chez les uns, ni bien chez les autres. Et franchement, c'est ça que je trouve cool, c'est que le film est hyper long, hein. Soyons clairs, il dure 3h15. Mais chaque personnage, pour le coup, est bien traité, bien approfondi. On voit bien pourquoi du comment il est là, qui sont pas là par hasard. Sauf un, l'aîné, le fils parfait. Oh, ouais, mais il est là, mais t'aurais pu être un autre, hein, franchement. Mais sinon, les autres sont intéressants, sont bien détaillés. Au niveau du scénario, c'est cool. On nous réexplique plein de choses, du coup, vu que ça fait 13 ans, il a bien pensé à bien réexpliquer certaines choses, à remettre en perspective qui est qui, pourquoi. Et donc, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a pas mal de choses, bon, quand même, qui étaient prévisibles. Les amours entre qui et qui c'est qui va battre qui, et tout. Ça, hein, on savait un peu comment ça allait se dérouler. La bande son, bon, pas plus que ça. Hein. J'ai pas été transcendée de ouf. Mais par contre, la claque visuelle, ah ouais les gars, les effets spéciaux. Bon, je suis allée le voir en 3D et je regrette presque d'être allée le voir en 3D parce que je sais pas si c'est moi ou si c'est les lunettes ou si c'est parce que c'est le film qui est comme ça, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la 3D, j'ai trouvé que il y avait des choses qui étaient floues, c'était pas assez net pour être très appréciable. Je sais pas si c'est parce que le 3/4 des films se passe sous l'eau et donc du coup ils ont pas pu faire tous les effets de profondeur et tout qu'ils ont voulu, j'en sais rien. Je m'y connais pas assez en technique pour ça. Mais ouais, la 3D pas ouf. Mais par contre oui, grosse claque visuelle. Enfin, c'est Avatar les gars. Y a rien à dire. Les visuels sont magnifiques. À l'inverse, où j'ai pu voir quelques fautes, par exemple dans Black Panther, au niveau de la synthèse et tout, il y avait des moments où tu disais les gars, vous me prenez pour un con. Là, t'as rien à dire. Enfin, il n'y a pas un moment où tu vois un faux raccord, un machin, un truc. Non, tout est beau, tout est nickel. Il n'y a rien à dire. Les espèces de trucs phosphorescents, là, c'est ouf. Voilà. S'il y a un truc à retenir, c'est que c'est ouf. C'est 3h15. Après, en cinéma, 3h15, ça se fait facile. Chez soi, je sais pas, c'est peut-être un petit peu plus long, plus dur à rester concentré. Moi, j'avais pris une bouteille d'Oasis et des Maltesers. Hein. Clairement, il fallait que il fallait que je mange pour être focus. Mais du coup, voilà. J'ai adoré. Je regrette absolument pas. Et j'ai hâte d'aller voir le prochain. Donc, voilà. Je vous ai fait un récapitulatif. Voilà, j'arrive à le dire. De ce que j'ai vu en 2022 et je me suis rendu compte que c'est un peu compliqué comme ça parce que cet exercice me force à revenir sur des films que j'ai vus il y a très longtemps. Donc j'ai un peu moins de choses à dire sur ceux-là que sur les derniers forcément que j'ai vus.
Donc je me tâte à faire plutôt des vidéos à chaque film que je vais voir plutôt que là une grosse rétrospective de tout ce que j'ai vu. Ça serait peut-être plus digeste aussi pour vous parce que là vous allez vous taper des grosses vidéos d'une demi-heure, trois quarts d'heure, donc c'est peut-être moins cool pour vous. Mais voilà, j'avais envie d'en parler avec vous, d'en discuter. Si vous avez des avis divergents ou si vous êtes d'accord avec moi, il ne faudra pas hésiter à en parler en commentaire, c'est fait pour ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça peut toujours que faire plaisir et aider. Et puis, si vous souhaitez voir les autres de mes vidéos, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais tout plein de gros bisous.